Si vous étiez invité dans le manoir de votre grand-père sur une île privée et que vous découvriez que chaque pièce est un piège mortel, que feriez-vous? Un seul faux pas peut vous tuer, alors je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment déjouer tous les pièges mortels dans Dangerous Game: The Legacy Murders. Cette famille va regretter de ne pas s'être entretuée plus tôt. Alex se rend sur la propriété privée de son père avec le reste de sa famille, et ils arrivent sur un quai loin de la civilisation. Ils sont venus rendre visite à l'homme pour son anniversaire, mais la femme d'Alec est dégoûtée qu'il ait une île entière pour lui tout seul, et qu'il vive dans un manoir isolé alors qu'il est malade. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne meure, mais il ne se doute pas que c'est le début des pires retrouvailles. La famille s'enfonce dans l'île où elle découvre l'énorme manoir qui a été construit, et il s'approche de grand-père Ellison. Il le salue et le félicite pour son 80e anniversaire. Mais Alec ne peut s'empêcher de dire qu'il est dommage que sa mère ne soit pas là. Frustré, le vieil homme maudit sa femme décédée et son autre fils Kyle avant que le majordome ne les conduise à l'intérieur de la maison. Dans le manoir, la famille est choquée par l'élégance de l'endroit, et le vieil homme se vante que même s'il a fallu plus de 18 mois pour le construire, il est fier du chef-d'œuvre qu'il a créé avec l'aide de son majordome. Il est clair qu'il ne se soucie pas beaucoup d'eux. Et même si ce bâtiment ressemble à une maison de rêve, la famille va bientôt se rendre compte que cet endroit va devenir leur pire cauchemar. Ils continuent d'observer la maison avec une stupéfaction absolue. Mais c'est alors qu'ils entendent les chiens aboyer à l'extérieur et sortent pour accueillir d'autres membres de la famille dans le manoir d'Ellison. Cam et sa petite amie Tara sont arrivés à la propriété et ils saluent tout le monde à leur tour. Mais quelques instants plus tard, Kyle arrive à bord d'un hélicoptère privé et il présente sa petite amie Joy au reste de la famille. Elle souhaite personnellement un bon anniversaire à Ellison, mais le vieil homme révèle que son fils lui a volé l'entreprise et l'a privé de son héritage. Ils se disputent, Kyle expliquant que son père est trop vieux et qu'il l'a sauvé de la faillite. Mais la famille commence à se sentir mal à l'aise. Pour détendre l'atmosphère, le vieil homme lui dit qu'il ne fait que plaisanter, et il accueille toute la famille à l'intérieur pour une nuit qu'ils regretteront bientôt. Ce soir-là, la famille partage nourriture et boissons pendant que Kyle est occupé à travailler. Mais les filles disent à tout le monde de faire une pause, et elles vont remplir leur verre de vin. En marchant dans le couloir, Marie demande à la nouvelle petite amie Joy des détails sur sa relation avec Kyle, et elle lui dit qu'il est le meilleur petit ami qu'elle ait jamais eu. Mais Marie met en garde la jeune fille contre son côté sombre. Elles entendent alors un chat hurler de douleur et se précipitent dans la cuisine pour trouver l'animal broyé par le broyeur d'ordures. Tout le monde vient voir ce qui se passe, et c'est une scène horrible. Mais Ellison plaisante en disant que les chiens allaient l'attraper de toute façon. Il dit aux autres que son majordome va nettoyer avant de se retirer, et les autres sont choqués de voir à quel point il est froid. Ok, c'est vraiment n'importe quoi. Le chat a épuisé ses 9 vies d'un coup, et tout le monde pense que sa mort était un accident. Plutôt, Cam a mis cette tête de poisson dans l'évier, et le pauvre animal a dû être aspiré par le broyeur d'évacuation. Mais personne ne se demande qui a bien pu l'allumer pour commencer. Le grand-père leur a dit qu'ils avaient des problèmes de câblage, mais si vous prenez le temps d'étudier les réactions de la famille, vous en apprendrez beaucoup sur ce que ces gens sont vraiment sous la surface. Tout d'abord, ce grand-père n'en a manifestement rien à faire du chat, puisqu'il est entré 5 secondes, a fait une blague sur ce qui lui est arrivé et est reparti sans même y réfléchir à 2 fois. Cet homme a de la glace dans les veines. Et pour quelqu'un qui n'a aucune sympathie pour la vie d'une créature innocente, il ne serait pas surprenant qu'il traite les gens qu'il n'aime pas avec la même attitude. Et puis, il y a le reste de la famille. On peut voir à leurs expressions qu'ils sont déconcertés par ce qui s'est passé. Et pourtant, ils choisissent de se tenir en plein milieu de ce carnage. Ne vous laissez pas abuser, parce que ce n'est pas une façon normale de réagir à ce qui vient de se passer. Et quand vous êtes aussi à l'aise en regardant quelque chose d'aussi choquant, c'est une bonne indication d'un comportement sociopathe. Même Joy, la petite amie de Kyle, a l'air plus curieuse qu'autre chose. Et cela dit, tout le monde devrait s'inquiéter de cette réunion de famille. Il faut dire que le grand-père n'a plus beaucoup de temps devant lui, et qu'un homme aussi prospère devrait déjà se demander lequel de ses proches est le plus digne d'hériter de sa fortune. Avec une telle fortune en jeu, nous devrions nous attendre à ce que chacun ait une raison d'être aussi impitoyable que possible pour s'assurer d'obtenir une part de l'héritage. Dans ces conditions, nous ne pouvons faire confiance à personne. Pour autant que nous le sachions, la mort de ce chat pourrait être un message de menace adressé à un autre membre de la famille. Et ce qui est le plus suspect, c'est que c'est pas très logique de se construire un manoir sur une île privée à l'âge de 80 ans. Dans son état, il pourrait vivre encore quelques années, mais l'accès à un hôpital est tellement éloigné qu'on pourrait croire qu'il s'attend à mourir ici. Il y a quelque chose de louche. Et si cette famille ne s'aperçoit pas de ces détails, elle va le regretter profondément. Ce soir-là, la famille se réunit au bar pour offrir à Ellison des cadeaux pour son anniversaire. Il leur dit qu'il n'est pas du genre à faire des discours. Mais Alec fait remarquer que leur nouvelle invitée, Joy, aimerait peut-être entendre parler de sa vie. C'est alors qu'elle se lève, expliquant qu'elle a déjà fait des recherches sur lui. Orphelin dès son plus jeune âge, il est rapidement devenu un milliardaire autodidacte et l'une des plus grandes réussites américaines. Ellison félicite la jeune fille pour ses connaissances et il les remercie tous d'être venus avant d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, il trouve une montre de grande valeur, mais à la surprise générale, il fait remarquer qu'il n'a pas l'utilité de ce cadeau et il le jette de côté. Offensé, Kyle suggère qu'il est temps pour lui et sa petite amie de partir. Mais Ellison les interrompt, maudissant son fils d'être un lâche. Kyle est furieux et il s'en prend au vieil homme, lui disant qu'il ne veut pas de lui ici de toute façon. Mais c'est alors que le majordome entre, tenant un énorme paquet cadeau dans ses mains. Il mentionne qu'il n'y a pas de sens et il le tend au jeune. Tout le monde est confus et il soulève le couvercle de la boîte révélant un gigantesque coffret en bois. Les mots Dangerous Game, comprenez jeu dangereux, sont inscrits dessus. Mais personne ne se rend compte qu'il est sur le point de changer leur vie pour toujours.
En lisant la description, Livy explique qu'il s'agit d'un jeu de meurtre et de mystère dans lequel un joueur est choisi comme détective et doit examiner les indices pour découvrir qui a été tué. Marie remarque qu'il y a des rapports d'autopsie et des déclarations de témoins, choquée par le réalisme des preuves. Ellison est intéressé par la description et propose de jouer. Kyle refuse, ce qui amène son père à lui reprocher d'être trop coincé. L'homme riche part en claquant la porte et sa petite amie le suit à l'extérieur en essayant de le convaincre de rester. Elle insiste sur le fait que son père a de bonnes intentions et que c'est peut-être sa dernière chance de passer du temps avec Ellison avant qu'il ne meure. C'est alors que le vieil homme sort avec la famille, disant à Kyle qu'il va se coucher. Changeant d'avis, l'homme riche annonce à la famille que sa petite amie partira avant lui, mais que lui restera pour le week-end. Ellison accepte avec joie et la famille monte se coucher. Plus tard, Kyle se réveille à cause d'une alarme très bruyante qu'il force à se lever. Se demandant où est passée sa petite amie, il se dirige vers l'escalier et l'appelle. Les autres lui disent qu'ils ont entendu un hélicoptère partir il y a quelques heures, mais ils se rendent vite compte que des volets anti-tempête se referment soudainement devant eux. La famille tente de sortir par la porte d'entrée, mais elle est déjà fermée. On annonce que la maison est sécurisée, et il retourne à l'intérieur, voyant qu'Ellison est lui aussi réveillé. Il leur dit qu'il n'est pas responsable de l'alarme, ce qui amène la famille à penser que le majordome a dû activer les systèmes d'urgence, mais personne ne sait pourquoi. Ok, ça commence à devenir intéressant. Plus tôt, la petite amie a convaincu Kyle de rester avec sa famille, et maintenant qu'elle vient de quitter la maison, tout le monde est coincé à l'intérieur. C'est peut-être une coïncidence, mais quand quelque chose d'aussi étrange se produit, il faut envisager la possibilité qu'elle savait ce qui allait se passer. Ce qui est suspect, c'est que la femme n'a jamais semblé perturbée par le comportement de la famille. Nous avons déjà vu des signes d'un drame familial grave, ainsi qu'un chat mort. Mais même après ça, elle n'a pas cessé de sourire. C'est pas un comportement normal. Et quand tous les héritiers potentiels de la fortune de cet homme sont coincés au même endroit, nous devons nous demander qui a le plus à gagner si nous mourrons tous. Presque personne ne supporterait autant de négativité à moins d'être là pour l'argent. Alors nous devons considérer la femme comme la première suspecte. La vérité, c'est que ce groupe aurait pu se rendre compte que quelque chose n'allait pas avant que la fille ne parte. Et tout se résume à ces volets. Si quelqu'un avait les idées claires, il se rendrait compte qu'un système d'alarme anti-tempête ne vous enferme pas à l'intérieur sans possibilité de sortie. Parce que l'installation de portes mécaniques qui bloquent toutes les issues constitue un grave danger pour la sécurité. Au pire, il devrait y avoir un interrupteur près de la porte qui permettrait de la rouvrir. Et il n'y a aucune raison qu'un système ait été conçu sans cet interrupteur, à moins qu'il n'ait été créé dans un autre but. Nous devons prendre en compte ces informations et considérer qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais que quelqu'un nous piège contre notre volonté. Comme nous nous trouvons dans le manoir d'un milliardaire sur une île isolée, il est fort probable que cette personne soit déjà à l'intérieur de cette pièce. Nous devons donc être très attentifs à la façon dont tout le monde réagit, parce que ça pourrait nous donner des indices sur l'identité de la personne qui se cache derrière tout ça. Cela dit, il est important de se remémorer la soirée, parce qu'il pourrait y avoir des indices qui expliquent ce qui se passe. Tout d'abord, ils ont reçu un mystérieux paquet dont personne ne connaît la provenance. À l'intérieur se trouvait un coffre intitulé Dangerous Game, mais en dessous, la boîte indiquait The Legacy Murders, les meurtres de l'héritage. Nous savons également que le grand-père a beaucoup parlé de son héritage tout à l'heure, et qu'il a non seulement reproché à Kyle de l'avoir détruit, mais il a également expliqué qu'il avait souffert d'une blessure qui l'avait empêché d'utiliser tout son potentiel. Il est très peu probable qu'il s'agisse d'une coïncidence, et ça devient encore plus évident quand on voit à quel point cet homme était excité à l'idée de jouer à un jeu de société stupide. Regardez son visage, c'est la seule chose qu'il ait dite avec un peu d'enthousiasme depuis qu'ils sont arrivés. Et jusqu'à présent, la plus grande émotion qu'il ait montrée était la haine. Donc ça sort clairement de l'ordinaire. C'est pourquoi si c'était moi, je suggérerais qu'il est en train d'essayer d'envoyer un message à sa famille, et je menacerais de détruire le jeu de société si le majordome ne nous laisse pas sortir. Si nous lui enlevons l'occasion d'utiliser le jeu pour nous donner une leçon, ce plan ne fonctionnera pas. Et s'il est vraiment derrière tout ça, l'homme pourrait nous laisser partir. C'est alors que Cam voit un panneau qui dit « Réveille-toi et joue avec moi » posé contre le coffre en bois. Kyle jette un coup d'œil au message et reproche à son père de lui avoir joué un tour. Mais le vieil homme a l'air tout aussi confus que les autres. Cam lit les règles, précisant qu'ils doivent résoudre des énigmes afin de renvoyer le tueur chez lui. Mais ils ne pourront gagner que quand il restera un seul joueur. Les membres de la famille ne comprennent pas ce qui se passe, et ils réalisent que ce jeu dangereux est sur le point de tuer quelqu'un dans cette pièce. Remarquant qu'il commence à faire chaud dans cet endroit, Alec regarde autour de lui et cherche les commandes d'urgence pour la ventilation. C'est alors qu'Ellison mentionne qu'il y a une pièce secrète s'ouvrant avec la queue du dragon sous la lampe murale. Voyant un panneau indiquant « Ne pas entrer », l'homme décide tout de même d'y aller. Il entre dans la salle de contrôle quand une annonce l'avertit qu'il ne respecte pas les règles. Soudain, il enfonce un bouton caché, ce qui provoque une explosion et l'envoie hors de la salle. Sous le choc, la famille se précipite pour l'aider et se rend compte qu'Alec est gravement blessé au pied. Il l'installe sur le canapé et l'enveloppe, mais ils se rendent compte qu'il n'y a pas de réseau pour appeler les services d'urgence. Kyle se précipite vers la cheminée pour chauffer un fer à repasser, et il revient vers son frère en lui expliquant qu'il va avoir très mal. Ellison lui tend un livre pour l'empêcher de se mordre la langue, et Kyle prépare le blessé à ce qui va suivre. La petite amie de Cam place le fer à repasser brûlant sur son pied, et il s'évanouit sous l'effet de la douleur. Ils finissent de soigner sa blessure, tandis que Kyle accuse son père d'être à l'origine de tout ça. Livy les interrompt pour mettre fin à la dispute, mais c'est alors qu'Ellison accuse la petite amie de Kyle d'être la coupable, disant qu'il se méfie de son départ soudain.
Marie insiste pour qu'il se calme et trouve un moyen de sortir de ce manoir. Cam est d'accord avec sa mère et il saisit ce morceau de métal brisant la fenêtre. Livy empêche son frère de faire plus de dégâts et elle lui suggère de jouer au jeu dangereux. C'est peut-être le seul moyen de sortir d'ici, mais Kyle pense que le majordome est dans le coup et il veut d'abord retrouver cet homme. Les garçons partent à sa recherche, traversent le couloir et trouvent une porte menant au sous-sol. Ils continuent à chercher le majordome, tandis que la voix du haut-parleur les informe que le fait de ne pas jouer au jeu aura des conséquences dangereuses. Ok, ça va pas bien se terminer. Nous avons maintenant la confirmation que cet endroit est un piège mortel certifié. Mais même si nous nous échappons, nous sommes toujours sur une île sans couverture réseau et sans moyen de partir. C'est terrifiant, mais ce qui est étrange, c'est que le grand-père a dit que cet endroit était son chef-d'œuvre et qu'il avait passé 18 mois à travailler avec son majordome. Quand vous commencez à réaliser qu'il y a des pièges mortels cachés dans le sol et des portes qui bloquent chaque sortie, vous devez supposer que c'est exactement comme ça qu'il l'a conçu. S'il pense que personne n'est digne de sa fortune et qu'il ne veut pas la donner à des œuvres de charité, c'est peut-être sa façon de s'assurer que son héritage mourra avec lui. Il est également possible que le majordome agisse seul et qu'il essaie de tuer toute la famille pour s'approprier l'héritage. Ça fait de ces deux personnes les suspects les plus probables, et la traque du majordome serait donc une bonne idée. Le problème, c'est que nous devons nous attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'autres pièges dans cette maison qui viennent d'être activés eux aussi. Donc déambuler à travers le manoir est facilement la pire façon de se débrouiller. Puisque nous sommes tous coincés ici, l'approche la plus intelligente est d'identifier ce que nos ennemis attendent de cette situation et de l'exploiter contre eux. Pour l'instant, ils veulent que nous jouions au jeu, mais la voix ne nous a jamais dit qu'il y avait une limite de temps. Si nous refusons de jouer sans jamais quitter la pièce, nous risquons de forcer les concepteurs du jeu à nous répondre, plutôt que l'inverse. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui se passera, mais ça vaut la peine d'essayer, juste pour tester les limites de la situation. Plus nous aurons d'informations, mieux nous pourrons y répondre. Cette stratégie peut s'avérer risquée, parce qu'il y a peut-être d'autres pièges dans cette pièce que nous ne connaissons pas. Mais si nous travaillons tous ensemble pour fouiller les murs et le sol à la recherche de tout ce qui est suspect, nous pourrons peut-être tous les trouver avant qu'il ne se passe quelque chose. Cela dit, ces personnes se promènent dans les environs depuis un moment déjà. Il est donc plus que probable que s'il y avait eu un autre piège, il aurait déjà été déclenché. L'étape suivante consiste à élaborer un plan d'évasion. Ces haut-parleurs sont à double sens, donc si c'était moi, je les casserais, ainsi que toutes les caméras de la pièce, pour que nos plans ne puissent pas être entendus ou vus par le majordome. Et si nous devions quitter la pièce pour quelque raison que ce soit, nous devrions prendre le grand-père et le retenir en otage. De cette façon, nous risquons moins d'être la cible d'un piège, parce que le majordome voudra éviter de frapper le vieil homme. Et si le grand-père est dans le coup, il nous dira où se trouvent les pièges pour qu'il ne meure pas dans l'opération. Pendant ce temps, les autres examinent les preuves, remarquant qu'il y a des dossiers, des rapports d'autopsie, une série de lettres avec des cachets postaux à demi effacés et ces codes qui doivent être déchiffrés. La voix dans le haut-parleur leur dit qu'ils doivent utiliser les indices pour trouver le secret à l'intérieur de cette boîte énigmatique, révélant ainsi la vérité sur ce jeu dangereux. Ils jettent un coup d'œil au plateau de jeu et choisissent les différents pions qui les représentent. Pour Tara, c'est le chien, et le pompier, c'est son petit ami. Les filles relient les autres pièces aux différents membres de leur famille, et Tara trouve des documents troublants sur chacun d'entre eux. Ils sont tous suspects, et n'importe qui ici pourrait être responsable. Ellison demande à voir les photos, et il remarque qu'il y a un texte au dos. Mais il n'arrive pas à déchiffrer l'écriture. Livy lit « Je n'ai pas pu m'empêcher d'être un meurtrier, pas plus que le poète ne peut s'empêcher d'être inspiré ». Les filles se demandent comment toutes ces preuves peuvent être reliées, et Marie insiste sur le fait qu'il doit y avoir un lien, mais elles ne savent pas comment le trouver. Tara trouve une série de 9 lettres écrites par un soldat à son père, décrivant la façon dont il tuait ses ennemis dans les moindres détails. La première lettre date de 1971, et la plus récente de 2015. Elle relie les points entre eux et essaie de voir si les chiffres contiennent d'autres indices cachés. Marie apporte une carte au vieil homme et lui demande de l'aide. Tara trouve un modèle entre les lettres majuscules et minuscules et les chiffres ne dépassent jamais 3. C'est alors qu'elle réalise que 26 lettres de l'alphabet divisées par 3 font 8,66. Si on arrondit à 9, c'est exactement le nombre de victimes qu'il y avait dans les lettres. Livy commence à trouver les noms des victimes en prenant les 2 premières lettres de leur prénom. Et ça donne l'acronyme JEVA. C'est peut-être le code dont elles avaient besoin pour résoudre l'énigme. Et le grand-père est impressionné par l'intelligence des filles. Au rez-de-chaussée, Cam entend un bruit étrange provenant d'une pièce fermée. Il l'ouvre et entend une annonce lui disant qu'il y a des conséquences à ne pas jouer au jeu dangereux. Tout à coup, la porte se referme derrière lui et il supplie Kyle de venir l'aider. Dans l'autre pièce, Kyle trouve un plan indiquant de multiples passages sous la maison. C'est alors qu'il est attaqué par le majordome. Il tente de riposter, mais il est projeté sur une table et tombe sur le sol. Pendant ce temps, les autres continuent de déchiffrer l'énigme et elles arrivent à la phrase suivante. « Je suis né avec le démon en moi ». Alex se relève lentement et dit qu'il s'agit d'une citation de Henry Howard Holmes, le premier tueur en série d'Amérique. Ok, si je cite le premier tueur en série d'Amérique, vous savez que ça ne va pas bien se terminer. Mais ça peut quand même valoir le coup d'y jouer. La voix dans le haut-parleur vient de nous dire que la boîte cryptique révèle un secret. Et si la résolution de cette énigme n'implique pas d'errer dans la maison et de déclencher d'autres pièges, alors il n'y a peut-être rien à perdre. Maintenant, les règles du jeu stipulent que nous devons trouver le tueur. Ce qui a de sérieuses implications, parce que ça signifie que nous ne pouvons pas seulement nous inquiéter d'être tués par les pièges mortels, mais aussi d'être assassinés par un joueur de ce jeu. C'est un point très important, parce que le majordome n'est pas du tout l'un des joueurs. Si Kyle avait d'abord enquêté sur les informations contenues dans le jeu, il n'aurait pas eu besoin de partir à la recherche du majordome, parce que les fichiers et les images du jeu suggèrent que l'un d'entre nous est secrètement un tueur.
Dans cette optique, nous devrions garder tout le monde à l'œil pour nous assurer qu'ils n'ont pas l'occasion de commencer à tuer qui que ce soit pendant que personne ne regarde. Le majordome reste évidemment une menace, mais on peut raisonnablement affirmer que la plus grande menace est un ennemi qui se fait passer pour un ami ou un membre de la famille, parce qu'il peut profiter de vous quand vous vous y attendez le moins. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont également découvert que la petite amie de Kyle, Joy, est une joueuse, ce qui est très étrange. Tout d'abord, la personne qui a organisé ce jeu devait savoir à l'avance qu'elle viendrait au manoir, ce qui réduit ma liste de suspects. Deuxièmement, on nous a dit qu'elle avait déjà quitté l'île en hélicoptère, mais la voix des haut-parleurs a dit qu'il y avait des conséquences pour tous ceux qui ne jouaient pas au jeu. Si elle n'est pas là, alors elle ne peut pas jouer au jeu. Donc ça pourrait signifier qu'elle n'est pas partie du tout, ou qu'elle pourrait être le tueur. Quant à Cam, il aurait dû savoir qu'il ne devait pas entrer seul dans une pièce au milieu d'un manoir piégé. C'était une décision incroyablement stupide. Et s'il avait pensé clairement, il y avait une bien meilleure façon de gérer la situation. Honnêtement, si je trouvais quelque chose d'intéressant qui pourrait nous donner des indices, j'appellerais Kyle et je lui indiquerais la pièce pour qu'il la vérifie lui-même. Il est hors de question que je prenne des risques inutiles comme ça. Et le moins qu'on puisse faire est de regarder autour de nous pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à un piège. Cette porte en acier est un signe évident que quelque chose de grave va se produire. Et Cam a été un crétin de ne pas être prudent. Soudain, Kyle interrompt tout le monde pour demander si quelqu'un a vu le majordome. Il révèle les informations qu'il a trouvées en bas, mais Tara se demande où est passé son petit ami. Inquiète, la famille descend en courant, entendant un bruit étrange. Et c'est alors que Kyle trouve le gamin coincé derrière la porte verrouillée. Il promet de trouver un moyen de faire sortir le garçon. Mais Cam entend le haut-parleur annoncer qu'il a été prévenu de sa punition. Terrifié, il regarde autour de lui et découvre un cadavre caché à l'intérieur de la pièce. Cam prévient les autres, mais il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Marie dit à son fils d'aller voir de qui il s'agit. Et le garçon regarde de plus près, réalisant qu'il s'agit de sa tante disparue, Virginia. Le haut-parleur annonce qu'elle a été punie. Et c'est alors qu'il remarque que du gaz toxique est envoyé dans la pièce. Cam n'a plus qu'un temps limité pour s'échapper avant de mourir. Et personne ne peut rien faire d'autre que de regarder. Marie mentionne que ça ressemble au livre de Henry Howard Holmes. En entendant ça, Kyle s'approche d'elle, choqué par ce qu'elle vient de dire. Et il se précipite à l'étage pour confronter son père au sujet de cette mort atroce. Ellison lui dit qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Alors Kyle l'accuse d'avoir empoisonné Virginia. Les autres tentent de le calmer, mais Ellison cache un sombre secret qui est sur le point d'être découvert. Alec interrompt leur dispute, tandis que Marie se précipite pour révéler ce qu'ils ont trouvé en bas. La situation s'envenime et Kyle commence à s'énerver contre son père. Ce qui pousse Ellison à s'élancer sur lui avec l'alimentation électrique de son fauteuil. Au cours de la bagarre, le fil touche accidentellement son visage, l'électrocutant et le faisant s'évanouir. Ils installent un masque à oxygène sur l'homme tandis que Kyle continue de le supplier d'ouvrir la porte verrouillée. Mais Livy lui dit que son grand-père ne cache rien et qu'il est inutile de le déranger. Les deux hommes redescendent pour prendre des nouvelles de Cam, tandis que Kyle trouve un passage secret caché à côté de la pièce fermée à clé. Marie parle à son fils pour qu'il reste lucide, mais elle se rend compte que Cam va mourir s'il ne le sorte pas rapidement. Soudain, Kyle révèle qu'il est coincé dans une boîte métallique sans aucune chance de s'échapper. C'est terrifiant, et la famille ne peut rien faire. Et quand Alec arrive enfin, il ne peut que constater que son fils est mort. Ça fait une victime de moins, et il en reste 7. Ok, ces gens n'ont pas les idées claires. Ils essaient d'aider Cam à s'échapper de la pièce, mais pendant que Kyle défonce le mur, tous les autres restent assis à regarder le gamin mourir. Personne ne résout les problèmes, à l'exception de son oncle. Et ils auraient dû regarder à l'intérieur de la pièce pour trouver un meilleur moyen de lui sauver la vie. Si vous regardez à l'intérieur, vous verrez clairement que le conduit d'aération se trouve sur le mur à leur droite. Ça signifie qu'il y a déjà un trou dans lequel passent les tuyaux, et c'est la première chose que je viserai. Il sera beaucoup plus facile de casser des tuyaux qui envoient des fumées toxiques plutôt que d'abattre un mur et de faire un trou assez grand pour faire passer quelqu'un. Même si nous ne savons pas encore que les murs sont en acier, aller directement à la source du danger reste l'approche la plus logique pour aider Cam le plus rapidement possible. Pour être honnête, nous ne savons pas de quoi est fait ce mur. Mais s'il n'y a aucun moyen d'atteindre les tuyaux de l'autre côté, il est plus logique de passer par le plafond. Il sera certainement fait d'un matériau beaucoup plus faible parce qu'il ne soutient rien structurellement. Et nous pourrons grimper sur la boîte en acier pour accéder à la tuyauterie et la casser. Entre-temps, Cam n'a pratiquement rien fait pour se protéger ou empêcher sa mort. Il aurait au moins pu couvrir ses voies respiratoires avec sa chemise ou sa veste, mais au lieu de ça, il s'est assis et a inhalé les fumées en supposant qu'un des membres de sa famille le sauverait à temps. Si c'était moi, j'aurais examiné les objets présents dans cette pièce pour m'assurer que j'avais les meilleures chances de m'en sortir vivante. Tout ce que nous devons faire, c'est empêcher le gaz de se répandre dans la pièce. Et des recherches ont montré que la filtration de l'eau réduit la quantité de particules et le nombre de substances toxiques dans la fumée qui la traverse. Malheureusement, il n'y a pas d'eau dans cette pièce, mais il y a de l'urine. C'est pourquoi si c'était moi, j'enlèverais ma veste et je la tremperais dans mon urine. Ensuite, je prendrais une de ces boîtes en carton et je l'aplatirais pour pouvoir enrouler la veste sur un des côtés. Ça nous aidera à avoir une surface de résistance plus forte, nous permettant de placer la veste uniformément à travers l'ouverture de ventilation ici. L'urine contenue dans la veste aidera à capturer les particules toxiques en les filtrant de l'air. Et le carton nous aidera à empêcher la fumée de pénétrer dans la pièce. C'est peut-être pas la solution parfaite, mais elle fera une assez grande différence parce qu'elle donne du temps aux membres de notre famille pour trouver de meilleures solutions pour nous sauver. À l'étage, Tara demande à Kyle pourquoi il soupçonne son père d'avoir eu cette idée. L'homme explique que son majordome travaille avec Ellison depuis 25 ans et que personne ne connaît mieux que lui l'agencement de ce manoir. Mais Livy suggère que Kyle pourrait être le coupable, parce que c'est lui qui a payé la construction de la maison.
C'est une accusation justifiée, mais il insiste pour qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu, et il dit que le majordome les veut tous morts. Il s'empare d'un pied de biche pour aller vérifier le passage secret qu'ils ont trouvé plus tôt, et Marie décide de le rejoindre. En bas, il découvre un autre mur caché à l'intérieur et emprunte un passage étroit. Mais c'est alors que Kyle tombe dans une trappe. Marie parvient à le remonter et tous les deux regardent ce qu'il y a en bas. Soudain, le majordome apparaît derrière eux et pousse l'homme à travers la trappe, le faisant tomber dans ce laboratoire sombre. Kyle cherche où est la lumière, l'allume et voit un corps allongé sur une table d'opération. La voix du haut-parleur révèle qu'il s'agit de sa petite amie Joy, qui a été punie pour ne pas avoir respecté les règles. Il s'approche pour s'excuser, mais il se rend vite compte que sa petite amie a été découpée et opérée. On annonce que cette pièce contient un four industriel qui s'est déclenché dès qu'il est tombé dans la trappe. Ils ont maintenant 3 minutes pour s'échapper avant que le four ne les cuise tous les deux vivants. Les autres entendent la voix de Kyle en dessous et ils déplacent le tapis pour découvrir une vue de la pièce brûlante. Le haut-parleur annonce qu'il n'y a qu'une issue. Et Kyle s'emporte contre son père, l'accusant d'avoir fait massacrer sa petite amie de la sorte. Il redescend précipitamment pour dire à Joy qu'ils s'en sortiront vivants, quand l'interphone mentionne la phrase « Cherchez au fond de votre cœur la clé de votre liberté ». Kyle réalise qu'il doit ouvrir chirurgicalement sa petite amie et panique. Prenant son courage à deux mains, il va chercher des médicaments contre la douleur alors que la chaleur ne cesse d'augmenter. Il enlève son pull pour prendre les ustensiles chirurgicaux. Et l'homme ouvre sa petite amie de façon horrible, creusant pour sortir la clé et découvrant qu'il s'agit d'un sifflet à ultrasons. Kyle essaie de dire à sa petite amie qu'il a trouvé la clé, mais elle est déjà morte. Ça fait 2 victimes de moins et il en reste 6. Furieux, il se laisse tomber au sol et abandonne. Alec lui dit de se ressaisir, s'excusant pour les différends qui les ont opposés quand ils étaient enfants. Mais c'est alors que Kyle interrompt son frère pour lui révéler qu'il connaissait le secret d'Ellison depuis le début. Maintenant, il est trop tard pour le révéler et il va mourir. La famille regarde Kyle se faire brûler vif par le four industriel, soufflant une fois dans le sifflet avant de tomber raide mort. Ça fait 3 victimes et il en reste 5. Ok, cet endroit est encore plus brutal qu'on ne le pensait, parce qu'ils ont transformé une pièce souterraine entière en four, avec une fenêtre pour que tout le monde puisse le regarder mourir. C'est horrible! Et maintenant que nous n'avons plus aucun doute sur le fait que ce manoir a été construit expressément dans le but d'attirer cette famille dans des pièges mortels, ce qui est encore plus effrayant, c'est que nous avons affaire à un tueur en série qui dispose de milliards de dollars. C'est comme si Ted Bundy draguait les filles dans une supercar au lieu d'une coccinelle déglinguée. L'homme serait inarrêtable. Et si aucune dépense n'est trop importante, ça signifie probablement que ces pièges mortels vont devenir encore pires. Bon, concernant Kyle, il ne semble pas qu'il y ait de bons moyens de sortir de cette pièce sans tuer sa petite amie. En effet, selon les règles, il doit trouver une clé cachée dans le corps de Joy, et il ne dispose que de 3 minutes pour y parvenir. Si vous fouillez les organes d'une personne à la recherche d'un morceau de métal dans une pièce qui commence à bouillir, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une condamnation à mort pour la femme. Elle ne peut pas non plus bouger à cause de ses blessures, ce qui signifie que nous sommes extrêmement limités dans les moyens de lui sauver la vie. Aussi brutal que ça puisse paraître, sa meilleure chance de survie pourrait être de laisser la fille un moment et de voir s'il est possible de remonter par le chemin qu'il a emprunté pour rentrer. Il n'y a pas d'autre sortie, et cette fenêtre est probablement incassable. C'est donc sa seule solution pour s'échapper. Le problème, c'est que nous ne savons pas exactement de combien il est tombé, et que la pièce est extrêmement haute de plafond. Mais ça vaut quand même la peine de prendre un moment pour savoir si c'est une possibilité réelle. Si c'est une cause perdue, il faut commencer à sortir des sentiers battus. Pour l'instant, la plus grande menace est cette fournaise, parce qu'elle va devenir de plus en plus chaude jusqu'à ce que nous soyons cuits vivants. En gardant ça à l'esprit, j'attraperai une table en métal et je cacherai Joy derrière. Puis, j'attraperai ces barils de produits chimiques et je les jetterai dans le feu en courant pour me cacher. Avec un peu de chance, les produits chimiques à l'intérieur seront suffisamment réactifs pour exploser, endommageant ou détruisant la tuyauterie qui amène le gaz pour alimenter le feu ou l'éteindre. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, la création d'une explosion est la seule chose qui puisse provoquer suffisamment de force pour que le feu cesse de nous menacer. Et au moins, ça pourrait nous donner plus de temps pour trouver comment extraire la clé du corps de la jeune fille sans la tuer. En attendant, les membres de la famille qui se trouvent au-dessus doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de briser cette fenêtre en verre. Pour l'instant, ils ne font rien d'autre que de regarder, et c'est la 2e fois que ça se produit. Quand Cam est mort, personne à part Kyle ne faisait quoi que ce soit. Mais même si les choses semblent futiles, il est toujours utile de tester ses idées. Même s'il s'agit de prouver que quelque chose ne fonctionne pas, nous réduirons nos options pour le sauver. En observant attentivement la pièce, on devrait pouvoir trouver un tisonnier près de la cheminée par ici. Et même si 3 minutes ne sont pas très longues, ça ne fera de mal à personne d'essayer. La trappe s'ouvre et un nuage de fumée leur souffle au visage. C'est horrible. Mais c'est alors qu'Alec a soudain une idée. Il s'approche de son père et lui rappelle l'énigme du jeu de société qui consiste à marcher dans les mocassins d'un autre pendant 1 mile. Réfléchissant rapidement, l'homme se rend compte en calculant qu'un mile correspond à 5280 pieds. Et en traduisant ce nombre en chiffres romains, ils peuvent résoudre l'énigme. Il entre le code en tournant les molettes et la boîte s'ouvre en révélant un livre caché à l'intérieur. Le haut-parleur annonce qu'ils ont trouvé les confessions de H.H. Holmes et qu'ils approchent de la fin du jeu mortel. Alec reconnaît l'écriture de son père et il lit les différents meurtres dans les moindres détails. Ils se rendent compte qu'il s'agit d'un meurtrier imitateur, la 14e victime étant la grand-mère d'Ellison. C'est alors que le vieil homme révèle que leur famille est liée au premier tueur en série d'Amérique. Il explique que son propre père faisait des petits boulots près de l'endroit où la grand-mère d'Ellison avait été assassinée. Quand le père a rencontré sa future femme, il a été convaincu d'acheter la propriété à cet endroit comme investissement.
Le vieil homme lui raconte que son père a également assassiné sa mère et que le cycle des meurtres s'est poursuivi de génération en génération. Marie lui remet les notes écrites par Ellison lui-même qui explique qu'il est responsable du meurtre de sa propre femme et qu'Alec était son complice. L'homme se déchaîne et frappe son père, puis il enlève la nappe et le tire dans l'escalier. Alec jette son père par-dessus le balcon, le tuant brutalement alors que les volets d'urgence s'ouvrent soudainement, ce qui fait 4 victimes et il en reste 4. Le haut-parleur le félicite d'avoir poursuivi le cycle du meurtre, tandis que la famille est horrifiée. Marie vérifie les victimes restantes et découvre que sa propre sœur a déjà été notée comme numéro 21. Et elle se rend compte qu'ils étaient censés être ses dernières victimes, la mort du reste de la famille se terminant à 27, ce qui correspond au nombre de victimes revendiquées par le premier tueur en série. La voix du haut-parleur la corrige en mentionnant qu'il a besoin de 3 autres victimes pour compléter l'héritage. Et Marie insiste pour qu'il quitte l'île avant que quelqu'un d'autre ne meure. Tara mentionne qu'il y a des chiens tueurs à l'extérieur, mais que le sifflet en bas peut calmer les animaux. Elle passe par la trappe et s'approche du corps de Kyle, saisissant le sifflet pour les mettre à l'abri. Maintenant, ils ont une dernière chance de s'échapper. Ok, c'est la pire histoire de famille que vous puissiez imaginer. Découvrir que vous êtes non seulement directement lié au premier tueur en série d'Amérique, mais aussi que votre grand-père a passé toute sa vie d'adulte à poursuivre l'œuvre de son ancêtre, c'est absolument insensé. Le problème, c'est que nous sommes tous tombés dans son piège. Il a créé tout ce jeu de la mort afin de pouvoir révéler son véritable héritage et d'attiser leur colère au point qu'ils soient prêts à tuer quelqu'un. Pendant tout ce temps, il voulait un héritier capable d'être aussi froid et brutal que lui. Et son vœu a finalement été exaucé. Pour être honnête, si nous découvrons que ce type est un monstre psychopathe qui veut que les membres de sa famille deviennent des meurtriers, je lui rendrai volontiers service. Mais je m'assurerai que ça ne revienne pas me hanter. Nous n'avons aucune idée des conséquences de la situation. Et comme le majordome nous surveille toujours, nous devons être beaucoup plus stratégiques dans notre prise de décision. À ce stade, nous savons déjà qu'Ellison veut que nous perpétuions son héritage meurtrier. Mais nous ne réalisons pas que ça ouvrira les volets. La meilleure stratégie consiste donc à utiliser le souhait du vieil homme comme levier et à le prendre en otage, à déclarer que j'accepte son défi et à insister pour que le majordome vienne m'affronter en tant qu'adversaire. Si je fais comme si je lui donnais ce qu'il veut, ça pourrait le convaincre de dire à son majordome d'accepter les conditions. Et c'est la meilleure façon de contrôler la situation, parce que tout le monde sera dans la même pièce. Nous savons déjà que le majordome est extrêmement loyal, ce qui signifie qu'il est tout aussi convaincu d'aider Ellison à perpétuer l'héritage familial, et qu'il sera donc probablement prêt à relever le défi. À partir de là, nous pourrions nous liguer contre l'homme et essayer de le tuer, ou les jeter tous les deux dans ce trou qui mène au four avant de refermer la trappe. Cette stratégie piégera leur seule menace à l'intérieur de leur propre jeu de la mort. Et de là, nous pourrions trouver un moyen sûr de sortir du manoir, en cherchant du réseau pour appeler à l'aide. Dehors, Livy donne un coup de sifflet, mais ils ne sont pas encore en sécurité. Le majordome leur tire dessus alors que la famille s'enfuit. Alec est touché, et il tombe dans l'eau. Les femmes la grippent et s'enfoncent ensemble dans la forêt, tandis que Livy donne un autre coup de sifflet. Ils se retrouvent dans une cabane abandonnée, posant Alec et discutant de ce qu'ils devraient faire ensuite. Mais Alec insiste pour qu'elle parte toute sans lui. Tara part à la recherche d'un moyen de s'enfuir. Elle quitte la cabane et se fait poursuivre jusqu'à la plage par les chiens tueurs d'Ellison. C'est alors qu'elle entend le haut-parleur annoncer que le jeu n'est pas encore terminé. Pendant ce temps, les autres remarquent que les chiens sont revenus et Marie demande le sifflet. Paniquée, elles se rendent compte qu'il a disparu. Elle fouille la cabane et entend un coup de feu. Elle voit Tara qui supplie pour sa vie et saute par-dessus le bord du puits. Mais les chiens lui mordent les doigts et la font tomber à l'intérieur. Choquée, la famille écoute la fille se faire déchiqueter, ce qui fait 5 victimes et il n'en reste que 3. Ils sont maintenant coincés à l'intérieur et n'ont nulle part où aller. Alec insiste sur le fait qu'elles peuvent s'en sortir, et il s'en prend à lui-même. Il aurait dû savoir que son père était un tueur en série, mais les autres lui disent que ce n'est pas sa faute. Malgré les chiens, Livy veut emmener sa mère pour tenter de courir vers la barque, mais c'est alors que le sifflet tombe au sol. Confus, la mère regarde Livy marcher derrière son père, sortir 2 couteaux et les planter dans sa tête. Ça fait 6 victimes, et il n'en reste que 2. Choquée, Marie lui dit qu'elle est comme son grand-père. Et la jeune fille la remercie, mentionnant que Kyle était le plus susceptible d'être choisi comme successeur. Ellison espérait qu'un de ses fils pourrait perpétuer l'héritage familial, mais Kyle n'a pas relevé le défi, et c'est maintenant à elle que revient cet héritage. Elle admet que le jeu était un test pour voir qui serait le prochain dans la lignée. Mais Marie panique et pointe un couteau vers sa fille. Sortant un pistolet, Livy lui tire une balle dans le visage, ce qui fait 7 victimes, et elle est la seule survivante. C'est une mort de sang-froid, et elle sort alors que le majordome arrive dans sa voiture. Il félicite la jeune fille d'avoir gagné et lui lance son pion en cadeau pour la peine. Et elle monte dans la voiture, reconnaissante parce qu'il n'y aura plus de réunion de famille dorénavant. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Dangerous Game The Legacy Murders? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.